Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La saga des sommets est l'histoire peu banale d'une famille juive ashkénaze. La valeur qu'elle confère à l'écrit l'a conduite à produire 2 autobiographies, de nombreux articles de presse et une abondante correspondance. Ces écrits, complétés par une double série d'entretiens avec tous les enfants sommés de la 3e génération, constituent le matériau à partir duquel ce livre a été écrit. La famille Sommet est fort ancienne comme le montre le magnifique arbre généalogique qu'en a dressé Élie Sommet, et elle mériterait sans doute une étude, tant en amont qu'en aval, mais nous ne ciblerons ici que les 3 générations à cheval sur le 19e et le 21e siècle. Au point de départ de notre investigation, première étape de notre parcours et donc première partie de ce livre, nous nous intéresserons à Robert Sommet et à son épouse, Paulette Sommet née Libert, auteurs l'un et l'autre d'une autobiographie dans laquelle ils évoquent leurs antécédents familiaux respectifs et nous introduisent ce faisant, hélas trop furtivement, à des mondes totalement historicisés aujourd'hui, rideaux à peine entr'ouverts qu'aussitôt refermés sur des judaïsmes disparus, le judaïsme d'. Alsace pour Robert et celui de Pologne pour Paulette. Sitôt refermée cette fenêtre ouverte sur ces judaïsmes d'avant-hier, Robert et Paulette racontent leur histoire propre avec d'autant plus de sincérité et de franchise que cette rédaction était destinée à leurs héritiers et non à un public large. La seconde étape et deuxième partie de ce livre, amorcée dans les mémoires de Robert Sommet, concerne son engagement dans la communauté juive française, mieux vaudrait dire sans doute, au service de la communauté française juive. La lecture de ces nombreux écrits, parmi lesquels de nombreux articles, nous a conduit à nous intéresser à lui d'abord en tant que polémiste analysant tour à tour le judaïsme français, la question de sa survie et le sionisme. Nous avons ensuite examiné son action à l'aide de l'abondante correspondance qu'il a produite ou reçue quand, pendant la Shoah, il fut nommé aumônier régional pour la région de Toulouse et intervint à ce titre dans de multiples lieux où les Juifs étaient réfugiés ou privés de liberté. La 3e étape de cette saga, 3e étape de ce livre, nous conduit, après ses incursions en Alsace et en Pologne, ce séjour dans le Paris du XXe siècle, puis ses multiples déplacements dans le sud-ouest de la France, à aller en Israël où ses enfants ont immigré et ont fait souche. Des entretiens répétés que nous avons eus avec eux, proviennent donc nos dernières informations sur la saga des sommets, au cours de la période contemporaine. Cette saga intéresse évidemment au premier chef l'histoire du judaïsme, mais la question à laquelle elle répond, comment rester juif en France aujourd'hui, n'est pourtant ni une question purement historique, ni une question particulariste qui ne concernerait que le seul judaïsme. En effet, la question de la survie des Juifs en France qui préoccupait tant Robert Sommet, loin d'être dépassée, est bel et bien une question actuelle, une question que les Juifs français se posent aujourd'hui comme hier et avec la même anxiété. Ce n'est pas non plus une question qui les concerne spécifiquement car d'autres minorités religieuses ou ethniques, cela pose tout autant qu'il la pose à la société française. Il se trouve toutefois que par rapport à d'autres minorités, les Juifs ont un avantage, l'antériorité. Le règlement de leur statut sur le sol de France a été établi en effet par la Révolution française et revu par Napoléon, un statut qui inspire les gouvernements qui se succèdent sous nos yeux et qu'ils prennent tous, de manière plus ou moins explicite, comme référence. À tort ou à raison. La saga des sommets repose largement sur ce statut, mais le fait qu'il n'ait pas été jugé suffisant pour que la 3e génération des sommets ait suivi intégralement la réponse argumentée et vécue de leur père montre aussi qu'il n'est peut-être pas aussi satisfaisant que le croit le législateur. Ainsi, le cas des Juifs français prête-t-il à réflexion bien au-delà de cette communauté. La saga des sommets nous invite donc à méditer sur une question qui est non seulement toujours actuelle pour les Juifs, mais qui préoccupe aussi d'autres minorités et qui inquiète au fond la société française dans son ensemble. Observez de quelle façon chacune des 3 générations de sommets présentées ici l'a affrontée, et se demander ce que vaut la solution à laquelle Robert Sommet a consacré sa vie nous intéresse donc tous. Partie 1, au temps des origines. Chapitre 1. Mémoire d'un ancien Yitte Yingle, par Robert Sommet, 1905 à 1983. Joseph Sommet, mon grand-père, 1841 à 1917, connaissait beaucoup de monde dans la communauté parisienne et sans être un chadchan professionnel, fit quelques mariages.
C'est ainsi qu'il avait présenté à M. Léon Lévy, 1840 à 1913, marchand de chaussures rue du Poteau, un garçon destiné à Fanny, l'aînée des filles Lévy, et le mariage avait été célébré en 1902. 2 ans plus tard, Joseph Sommet revint trouver le père Lévy et lui dit, bien entendu en yiddish, « Je sais que vous avez encore une fille. Quant à moi, j'ai un garçon qui conviendrait fort bien, il est instruit, gagne bien sa vie, 275 francs par mois, et est très bécoveude. »« Montrez-le-moi, répartit l'autre. » Quelques jours plus tard, Sommet père et fils vinrent dans la boutique du père Lévy. Dans l'arrière-boutique on mangeait et dans l'arrière-arrière-boutique, on dormait. On parla, on se sépara sans se communiquer ses impressions. Le lendemain, nouvelle visite du père sans le fils. « Eh bien monsieur Lévy, comment trouvez-vous mon fils ?» Et l'autre de répondre avec embarras. « Il n'est pas mal, c'est certainement un garçon sympathique, il a des qualités. » Courroucé de voir l'autre tourner autour du pot, Sommet s'emporta. « Mais dites donc franchement ce que vous pensez. » Sur quoi Lévy répliqua. « Je le trouve un peu fluet, il faut dire que le fils Sommet ne mesurait qu'1,50 m. » À quoi Sommet répartit d'une voix tonitruante. « Votre fille a-t-elle besoin d'un tambour-major » L'argument parut sans réplique. Lévy fit choix pour sa fille Julie, 1878 à 1967, du fils Sommet, 1879 à 1944. Après quoi il le présenta à sa fille en lui notifiant que cette union lui paraissait convenable. Julie obéit à son père. Il eût été inconcevable qu'il en fût autrement. On se fiança donc en novembre 1904, on se maria civilement le 19 décembre, religieusement le 10 janvier 1905 rue Notre-Dame de Nazareth où mon oncle Léon, 1881 à 1937, chanta le psaume 128 sur un air de Mozart et le 31 octobre, je venais au monde. Joseph Sommet n'était pas n'importe qui. Né en 1841 dans le village de Herlisheim, Bas-Rhin, il avait fait de bonnes études hébraïques, parlait et écrivait fort bien le français et l'allemand, et aurait fait carrière s'il n'avait eu un terrible caractère. Coléreux, rancunier, se fâchant pour un oui, pour un non, incapable de se taire, doué pour décocher les épithètes les plus blessantes, il avait perdu un nombre incalculable d'emplois. Il avait été ministre officiant dans une quinzaine de communautés du pays de Bade, d'Alsace, de Lorraine, de Champagne et finalement à Paris où il débarqua le 6 mai 1880, avec femme et 6 enfants. Comme il se disputait aussi fréquemment avec les propriétaires qu'avec les rabbins et présidents de communautés, il occupa à Paris, de 1880 à 1917, une vingtaine de logements. Tout différent était mon autre grand-père. Je l'ai fort peu connu. J'avais 7 ans et demi lorsqu'il mourut et n'eus jamais avec lui de familiarité comparable à celle que j'avais avec Joseph Sommet. Il ne parlait guère que le yiddish, ne m'emmena jamais à la choule et ne quittait point sa maison. Mais dans le demi-siècle qui suivit sa mort, ma mère, mes oncles me le dépeignirent fréquemment et en détail. C'était un homme honnête, d'une honnêteté scrupuleuse passant avant tout. D'autres étaient plus intelligents, plus instruits, donnaient à leur famille plus de bien-être, prenaient davantage de risques. Lui n'économisait pas par avarice, mais avait de l'avenir une peur panique. Ne jamais faire de dette, tel était le principe essentiel, et jamais ce commerçant n'accepta une traite qui prouve qu'on pourra payer à l'échéance. Qu'importe la médiocrité du train de vie, ce qui compte c'est de mettre de l'argent de côté. Il était patriote. Chaque année en Alsace, il posait le 14 juillet sur son balcon un drapeau tricolore, récoltait 24 heures de prison et recommençait l'année suivante. De novembre 1875 à avril 1879, 41 mois, étaient nés 4 enfants lorsque 8 jours après la 4e naissance, ma grand-mère mourut de fièvre puerpérale. Peu après, mon grand-père se remaria et en avril 1881, venait au monde un 5e enfant. Sa deuxième femme, que toujours j'appelais grand-mère et que les 4 enfants du premier lit aimèrent et aidèrent comme une mère, à la mort du père, tous les 4 renoncèrent à la succession en sa faveur, étaient sèches et assez égoïstes. Née en 1849, elle avait été avant la guerre de 1870, employée chez une modiste à Fontainebleau, puis elle était rentrée chez ses parents à Orbourg, au Rhin. L'une de ses sœurs, Julie, avait épousé Moïse Lévy, frère de mon grand-père, épicier à Langensulzbach. Le magasin Je le vis était minuscule, on y vendait le sucre en pain, qui voulait de l'huile devait apporter son litre, et transvaser sans renverser n'était pas une petite affaire. Lorsque mon grand-père devint veuf,
Louise, sœur de Julie, fit ce qu'on appelait un Doppelter-Schiedis, c'était alors assez fréquent. Des cousines de ma mère eurent encore moins d'imagination et les 3 sœurs épousèrent 3 frères. Pourquoi aurait-on cherché au loin ? Ce n'est pas par inclinaison, moins encore par amour, qu'on se mariait, et la passion eût été jugée indécente. 100 fois, ma mère, mes oncles m'ont répété que la vie est chose dure, pénible. Un siècle plus tôt, Saint-Just avait dit que le bonheur était une idée neuve, mais dans ma famille, on n'avait jamais entendu parler de Saint-Just. Pour mes grands-parents, à la génération suivante, le tableau était modifié, se donner du plaisir ne venait pas à l'esprit. Le mot vacances désignait un concept inconnu. Ni bibliothèque, ni collection quelconque, ni plaisir du vêtement, ni repas au restaurant, en un mot, pas la moindre jouissance mais le travail d'un bout de la vie à l'autre, non pas pour s'enrichir, mais parce qu'il était une fin en soi. Aller au café, fumer, aller au théâtre eût été de l'épicurisme. Des enfants ? On en avait eu beaucoup, mais on avait tiré la leçon, et à la génération suivante ce fut l'enfant uni. Le travail et l'honnêteté, plutôt la pauvreté que la roublardise et plutôt la mort que des dettes. En 1905, un oncle de ma mère, marchand de chaussures à Nancy, ne put faire son échéance. Bien qu'il eût une femme et 5 jeunes enfants, il se suicida. 30 ans plus tard, un ami de mes beaux-parents, imprimeur à Paris, placé dans la même situation, agit de même manière, non dans un moment d'énervement, mais après avoir, d'une écriture fort régulière, expliqué sa détermination dans une lettre adressée au commissaire de police. Cette conception d'une existence austère, probe, dépouillée de toute jouissance, allait trouver une extraordinaire application. Ma mère et sa sœur étaient sans fortune, leur père n'avait pas les moyens de les doter, comment donc se marierait-elle ? Mes oncles, Jacques, né en 1876, David en 1879, partirent donc vers 1895 pour la Louisiane. Une semaine de bateau du Havre à New York, une seconde semaine de New York à la Nouvelle-Orléans et bien entendu à Fond de Cale, où vivait un frère de leur mère, dans un village appelé Clotsville. Ils y travaillèrent comme des galériens, sans même se donner jamais le plaisir d'une cigarette, pendant une dizaine d'années, dans le but unique de doter leur sœur. Fanny reçut en 1902 5 000 francs, Julie en 1905 10 000. À Resquois, sans avoir gardé un sou pour eux, ils rentrèrent en Europe, mission accomplie. Fanny et Julie étaient venues à Paris, vers 1891, pour travailler elles aussi, comme des esclaves chez leurs oncles qui possédaient de tout petits magasins de chaussures, Mathieu rue Sedaine, Maurice rue de Flandre. L'arrière-boutique tenait lieu de salle à manger, bien entendu. Le magasin demeurait ouvert à l'heure des repas, et les pommes de terre refroidissaient pendant qu'on servait le client. On travaillait 7 jours par semaine, le samedi jusqu'à 20 ou 21 heures. Théoriquement, ma mère gagnait 20 francs par mois, sans compter les gifles, mais certaines fins de mois, son oncle lui disait « Cette fois-ci je trouve que tu as eu du chutzpé, tu ne seras donc pas payé. » Elle montait dans son galetas et pleurait en silence. 3 jours par an on fermait, Rock à Chana, on prenait l'omnibus à chevaux et l'on allait à la Tour Eiffel, Kippour on allait à la Choule. Cette honnêteté rigoureuse, ce renoncement spartiate aux jouissances actuellement considérées comme aussi nécessaires que la nourriture, les vacances, le confort, les voyages, cette existence à la fois grise et pure a été celle du grand nombre des Français de l'époque, on en trouve des échos dans l'œuvre de Péguy et de maints autres écrivains. Ainsi vivaient par exemple, mes instituteurs de l'école primaire et les parents de mes condisciples. Pas de cabinet de toilette, on se lavait, les mains et le visage, à l'évier de la cuisine. De loin en loin on allait dans un établissement de bain, ma mère m'y conduisait, louait une cabine et quand j'étais sortie de l'eau, se lavait à son tour. Pour obtenir de l'eau propre il aurait fallu repayer. Bien entendu, pas d'électricité, dans les chambres pas de gaz, on s'éclairait à la bougie et au pétrole, il fallait à tout moment moucher la mèche. Le téléphone était pour les millionnaires. Dans la maison où j'ai vécu avec mes parents jusqu'en 1916, les water closets, à la turque, étaient communs pour 4 logements. Dans les lavoirs municipaux les femmes allaient, baluchons sur l'épaule, laver le linge. On en changeait bien moins fréquemment que de nos jours et on en possédait davantage, pas de mariage sans trousseau. Tant que mes grands-parents habitaient l'Alsace, ils pouvaient ne faire laver que 2 fois par an. Avant Pessard et Rock à Chana, venait une lavandière avec cuveau et battoir, comme dans l'Assommoir de Zola. Chez mes parents venait, 1 ou 2 fois par mois, une couturière en journée, nourrie à midi. Elle recevait en plus 4 francs.
Les soirées de mes grands-mères, de ma mère se passaient en raccommodage de chaussettes, l'été venu on faisait les confitures. Épluchage, dénoyautage ou accent aigu accent aigu pinage, cuisson, mise en pot, couverture des pots par 2 papiers que faisait tenir un élastique, étiquetage des pots, rangement sur une planche de placard. On achetait le vin en barrique de 225 litres. Un tonnelier venait le mettre en bouteille qu'il disposait dans des casiers, comme salaire il emportait le fût vide. Dès le mois de mai, on faisait livrer en cave le charbon et les boulets pour l'hiver. Les sacs de 50 kg coûtaient quelques sous de moins si on les achetait au printemps. Rue du Poteau, ma grand-mère allait acheter son huile à Saint-Ouen afin d'économiser la taxe d'octroi. Il y avait une tolérance jusqu'au quart de litre, elle y allait donc 2 fois par semaine. Les vêtements et sous-vêtements étaient abondants. Les femmes portaient jartelles et jarretières, corsets balénés de busques, chemises, jupons, cache-corsets. Ma grand-mère avait encore une tournure, sorte de bouffant élastique qu'elle attachait sous sa robe au bas des reins. On protégeait ses mains dans un manchon et bien entendu, il eût été indécent de sortir sans chapeau. Les hommes portaient une ceinture de flanelle, le caleçon long, des bretelles, un faux col, des manchettes, un gilet. L'imperméable était inconnu et chacun avait son parapluie. La cigarette était rare. On les faisait à la main en extrayant le tabac d'une blague en caoutchouc, en le roulant dans un papier entre les 2 pouces et les 2 index, et en collant les 2 bouts du papier pour lui donner la forme cylindrique, mais on fumait le cigare, la pipe. On prisait, on chiquait et on crachait par terre. Pour une femme, fumer eût été la pire des inconvenances et lorsqu'un homme disait à un camarade « Allons voir les femmes qui fument, je vous laisse à penser où il voulait aller ». Les ouvriers portaient une casquette, employés et bourgeois étaient en été, coiffés du panama, chapeau de paille souple, ou du canotier, de peur qu'il ne s'envole, un cordon le rattachait au gilet. En hiver, le chapeau mou en feutre, le melon de forme hémisphérique, le morès bordé d'un ruban noir, le Kronstadt, cylindre se terminant en coupole, et surtout le haut de forme. En Alsace, qui venait à la synagogue le vendredi sans haut de forme était Gekans, c'est-à-dire recevait un kénas. Regardez l'illustration du Mazor de K.O.L. Nidré, traduction française par Durlarer, parue il y a un siècle. Elle présente les fidèles rassemblés à la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth. Un très petit nombre d'entre eux portent le sargenès, tous les autres sont coiffés du haut de forme. Quelquefois les médecins prescrivaient un bain. On voyait alors dans la rue 2 hommes portant une baignoire, 2 autres un cuveau d'eau chaude. On montait le tout chez le malade, dans la baignoire on versait l'eau, on plaçait l'individu et quand le temps du bain était achevé, on vidait l'eau dans l'évier de la cuisine. La nourriture, je parle de celle que l'on consommait dans ma famille, était assez différente de ce qu'elle est maintenant. Bien entendu, on ne connaissait ni calories ni protides, lipides ou vitamines. Les fruits étaient rares et chers, surtout ceux d'importation. Les pamplemousses étaient totalement inconnus. La conservation et le transport du poisson posaient des problèmes. On faisait des conserves, on n'en achetait guère. La base de la nourriture, c'était le pain et la viande, plus ou moins bien gardés par le salage, la marinade, la fumaison. On achetait le poisson vivant, à les carpes tournoyant dans une bassine, la marchande les tuant à coups de bâton, les vidant puis vous les remettant dans un papier journal duquel dégoulinait l'eau et le sang. Le soir c'était le café au lait, quelquefois avec des imetschnit, pain perdu à la cannelle. À midi la viande et essentiellement le pot-au-feu. Rarement du rôti, du braisé, du grillé, rarement beefsteak, côtelettes, escalopes, mais du bouilli, encore du bouilli avec les légumes du pot-au-feu, poireaux, carottes, céleri, panais maintenant devenus introuvables, et ce n'est pas un malheur. J'accompagnais mon grand-père chez le boucher. De retour à la maison, ce myope remettait ses lunettes sur son front, puis lentement, méticuleusement, déveinait et énervait, mi-court, le morceau que je tenais devant lui. En mon honneur, ma grand-mère faisait une omelette au sucre, mon grand-père des frites dont il essuyait chaque morceau au creux d'un torchon. Les grands jours, il y avait le cougel ou le chalette. Dans l'un des placards marinait toujours, sous le poids d'une grosse pierre, un morceau de pickelfleisch. Dans l'ensemble, la nourriture était lourde, elle incitait au sommeil, et l'on rencontrait des pantagruels qui, pour le festin de K.O.L. Nidré, préparaient un chalet de 30 œufs. Il faut dire à la décharge de ces goinfres que baffer était un de leurs rares plaisirs et aussi qu'il fallait, en hiver, se donner des forces pour vivre dans ces logements où il n'y avait de feu que dans une seule pièce. On avait au moins une distraction fort répandue, les cartes. Chaque semaine, mes parents jouaient, chez eux ou chez des amis,
au rami, nullement pour tenter de gagner de l'argent, mais pour se distraire. Les yés riches, c'est-à-dire les négociants qui, la soixantaine venue, laissaient à leur fils la responsabilité de l'affaire, allaient au cercle. Il y en avait pour tous les niveaux. Si le Jockey Club était pour les Rothschild, la bourgeoisie juive allait sur les boulevards, au Grand Cercle, boulevard Montmartre, dans un autre, rue de Hanovre, dans un troisième, près de la chaussée d'Antin. Les yis plus modestes allaient, c'était le cas de mon père, au Café de Madrid, au Coq d'Or, rue Montmartre, chez Légeron Wetzel, boulevard Saint-Martin. Là se rendait M. Jules Veil, de Mutzig, qui, 25 ans après avoir été l'instituteur de mon père à l'école de la rue des Hospitalières Saint-Gervais, école de la ville de Paris, fermée le samedi parce que les élèves étaient presque tous juifs, était le directeur de l'école communale où j'allais, rue Béranger. Les rues de Paris avaient un aspect fort différent d'aujourd'hui. Le Mardi Gras, chaussées et trottoirs étaient ensevelis sous des milliards de confettis, le bœuf gras circulait cérémonieusement et à la mi-carême c'étaient les chars de la Reine des Reines. Pratiquement pas d'automobiles mais beaucoup de voitures à bras. Mon père, mes oncles trouvaient naturel de se placer dans les brancards et de tirer, pour rendre service à un camarade qui déménageait, ou plus souvent pour faire une livraison à un client. Les riches prenaient des fiacres, les autres, s'ils n'allaient pas à pied, prenaient pour 2 sous, l'omnibus dans la ligne Madeleine-Bastille. Je me plaçais à un avant de la voiture et j'y admirais les chevaux qui savent faire leurs besoins sans s'arrêter de courir. Certaines lignes étaient à Impérial et lorsque M. Fleur, le directeur de l'école où allait mon père, rue Claude Bernard, conduisait ses élèves rue de Grenelle où avait lieu chaque année la distribution des prix, il les faisait monter à l'Impérial, c'était moins cher, en commandant, les garçons d'abord. Il fallut à mon père quelques années avant qu'il ne comprenne pour quel motif le directeur empêchait ainsi les garçons de se rincer l'œil. Au bas des côtes, boulevard Saint-Michel, rue des Martyrs, un cheval de renfort attendait l'arrivée de l'omnibus, aidait les 2 autres chevaux à tirer la guimbarde, puis s'en retournait, conduit par un gamin, attendre l'omnibus suivant. Le samedi soir, après la paye, pour les ouvriers on ne connaissait pas encore la mensualisation. Il était fréquent de rencontrer dans la rue des ivrognes, on les appelait poivreaux, et chez les non-juifs, il était fréquent qu'après avoir trop bu, le mari batte sa femme. Mais ces coups n'engendraient aucun sentiment de révolte. De même que le boulanger a pour fonction de cuire du pain, il semblait normal que les hommes battent femmes et enfants, que la femme n'ait pas le droit de vote et ne dispose que de l'argent que voulait bien lui donner son mari. Dans la famille de ma mère, on aurait pu mieux vivre si on avait tenu à économiser. Lorsque mon grand-père mourut en 1913, il laissa 60 000 francs, mais du côté de mon père c'était la pauvreté. Des ficelles remplaçaient les lacets de souliers, des journaux le papier hygiénique. Le matin, alors que les aînés avaient commencé à travailler, les 5 plus jeunes partaient à pied bien entendu, du quartier de la Bastille pour l'école de la rue Claude Bernard. En traversant le pont Sully, on regardait la tour Eiffel qui alors en construction montait chaque jour un peu plus. Ma grand-mère avait découpé 15 tranches de pain, 3 pour chacun, et à midi l'école offrait la soupe, le lundi aux pommes de terre, le mardi aux lentilles, le mercredi aux pois cassés, et ainsi de suite chaque semaine le même programme. Pain et soupe constituaient la totalité du repas. De loin en loin, l'enfant qui avait réussi à se procurer un sou achetait une sardine chez l'épicier du coin. Lorsque le directeur voyait qu'un des élèves avait des chaussures par trop éculées, il donnait une paire neuve. Lorsqu'un enfant était par trop maigrichon, on l'envoyait pour les vacances dans une institution de la Baronne à Berck, mais tout le monde n'avait pas la chance d'être rachitique. Bien entendu, pas de sécurité sociale, pas de retraite, la maladie, la vieillesse, la mort d'un mari, d'un soutien de famille constituaient des catastrophes dont nous ne pouvons plus nous faire idée.
Alors que maintenant Rothschild et son valet de chambre sont vêtus presque de même manière, que les professeurs de faculté sortent sans chapeau et les ministres en pullover, on tenait alors à marquer les différenciations. Dans la maison où mon père était employé, le concierge s'appelait Menu et le propriétaire écrivait sur l'enveloppe non pas « Monsieur Menu, concierge », mais « Menu, concierge ». Dans l'immeuble où nous habitions rue du Petit Thouars, le concierge, 50 ans, avait une jolie fille. Un jour, le propriétaire qui avait à peu près l'âge du concierge, trouva que le tendron avait de beaux yeux et quelque temps après, la fille s'aperçut qu'elle était enceinte. Bien entendu, personne ne songea à un mariage. Une fille de concierge n'épouse pas un propriétaire, mais croyez-moi si vous voulez. Le concierge fut flatté à l'idée que monsieur, c'est ainsi qu'il l'appelait, et daignait jeter un regard sur sa pauvresse de fille. À la même époque, un de mes cousins en Alsace agit semblablement avec une ouvrière qui non seulement était une ouvrière, mais une goye. Les parents de mon cousin, Jean Zézé, firent leur devoir. On envoya à la fille assez d'argent pour qu'elle puisse acheter des langes et des brassières. N'était-ce pas suffisant ? 50 ans ont passé, et mon cousin est maintenant le parnesse de sa communauté. Mais si de tels accidents survenaient de loin en loin, il faut bien dire que dans l'ensemble de la société israélite française de cette époque on était pur, dans ses pensées comme dans son maintien. Une cousine de ma mère m'a conté que dans son village natal, elle gardait sa chemise pour se baigner. Jamais mes parents ne se sont déshabillés devant moi, certains sujets étaient bannis de la conversation, certains organes n'avaient même pas de nom. Mes parents n'étaient pas au bas de l'échelle sociale, là se trouvaient seulement les Polaks. Ce terme englobant aussi bien les originaires de Pologne que ceux de Russie, des Balkans ou de Palestine. Des gens qui tendaient la main à la sortie de la choule alors que dans ma famille, on eût préféré mourir de faim. Mais nous étions des petits, et au-dessus de nous, il y avait ce que ma mère appelait la haute. La haute, c'était des bourgeois qui avaient un appartement. Dans le logement de mes parents, pas d'entrée. En ouvrant la porte du palier, on se trouvait dans la salle à manger, qui avait une bonne. Lorsqu'en 1919, le plus honnêtement du monde mais sans la moindre préparation, mon père gagna des sommes énormes, nous nous trouvâmes ainsi projetés dans la haute. Eûmes une salle de bain avec baignoire et lavabo. Jamais mon père ne s'en servit, il continua à se débarbouiller à l'évier de la cuisine. En cette époque où la sécurité sociale n'avait pas encore été inventée, les Yites se serraient les coudes en complète fraternité. Pour pauvres confus, on prêtait de l'argent à qui vous en demandait. S'il survenait une maladie, un deuil, les amis, les voisins trouvaient naturel de prendre chez eux pendant tout le temps nécessaire les enfants du malade, du défunt. Parallèlement aux initiatives privées, la communauté avait un réseau très dense d'institutions dont la plus ancienne, elle existe toujours, avait été fondée en 1809, et je suis de ces rêveurs pour lesquels cette année est moins importante par la victoire de Wagram que par la naissance du comité de bienfaisance israélite de Paris. Nombreuses étaient les sociétés de secours mutuels qui, moyennant une cotisation d'une vingtaine de francs par an, donnaient les soins médicaux, dentaires, pharmaceutiques, prenaient à leur charge l'achat d'un terrain au cimetière. Pendant les 7 jours de deuil, le minyan était assuré, non par des professionnels, mais par des bénévoles. La plus ancienne de ces sociétés, elle avait été créée en 1812, était le Mont Sinaï dont mon père puis un de mes oncles furent les animateurs pendant une vingtaine d'années. Et je tiens à rappeler ici que mon oncle Jacques, dont la femme mourut en déportation en 1943, fit venir chez lui. Il était alors âgé de 70 ans, une tante de sa défunte épouse, alors que cette tante était demeurée seule au monde. Elle n'avait pas un sou, le malheur l'avait rendue acariâtre, il la garda, la nourrit, la soigna jusqu'à son dernier jour. Et le plus beau de l'histoire, c'est que jamais il n'eut conscience du caractère exceptionnel de son comportement à l'égard de cette femme avec laquelle il n'avait aucune parenté. Toujours il a considéré avoir agi de manière absolument naturelle, et dans la famille, chacun eût agi semblablement. On avait oublié la quasi-totalité des mitzvot, mais on avait précieusement gardé la solidarité, la générosité, la simplicité, la pureté, la charité, la bonté. Toutes les pages qui précèdent celle-ci, c'est le hors-d'œuvre. J'ai été long, et je ne m'en excuse pas, car je tenais à cadrer mon sujet. Afin que mes petits-enfants, pour lesquels je conte cette histoire rigoureusement authentique, puissent comprendre ce qui va suivre et qui les stupéfiera, il fallait que d'abord je situe le temps, les lieux, le mode de vie, les personnages.
Maintenant que j'ai tenté d'y parvenir, je vais m'efforcer d'expliquer leur attitude à l'égard du judaïsme. J'ai dit plus haut qu'une femme n'avait pour argent que ce que voulait bien lui donner son mari. Et bien entendu, il ne serait venu à personne l'idée qu'une femme pût être ouvrière, employée, à moins de se trouver dans une misère extrême. Tel était précisément le cas de ma grand-mère paternelle. Après avoir perdu un certain nombre de postes de Hazan, mon grand-père avait appris la circoncision, métier meilleur car on ne dépend ni d'un rabbin ni d'un président, métier où sa façon de faire faisait merveille et où son habileté technique était réputée. Je pourrais citer le nom d'un docteur en médecine qui un jour coupa de travers et on dut appeler d'urgence mon grand-père à la rescousse. Mais si la péritomie était bien rémunérée, les gains étaient irréguliers cependant qu'à la maison il y avait beaucoup de bouches à nourrir. Un jour arriva donc, où ma grand-mère se vit contrainte de compléter les ressources du ménage. Quoi faire ? Elle ne savait pas lire le français. Son père, Michel Marx, avait estimé, elle était née en 1844 à Montenard, village lorrain tout près de la frontière luxembourgeoise, que pour une fille, le Yiddish est bien suffisant. Quel emploi trouver ? Peu lui importait de travailler le jour du sabbat. Assez rapidement après son arrivée à Paris, elle avait suivi l'exemple général. 20 ans plus tard, lorsque je venais chez elle, elle me dirigeait vers la cuisine, pendant que, après le repas gras que nous avions pris, mon grand-père était assoupi sur un fauteuil de la salle à manger, et me faisait boire du café au lait. Elle eut alors le courage de devenir ouvreuse au théâtre de la Porte Saint-Martin et plus tard à l'Opéra Comique. Elle rentrait ensuite, 7 soirs par semaine, à pied à la Bastille. À cette époque le métro n'existait pas encore. Quelquefois, en morte saison, elle savait qu'il y aurait des places vides. Elle emmenait alors 1 ou 2 de ses enfants et les cachait dans une loge. 40 ans plus tard, mon père me chantait les airs qu'il n'avait pas oubliés, l'Acmé, ton doux regard se voile, ou bien la fleur que tu m'avais jetée. La famille était grande, ma grand-mère fut enceinte 16 fois, elle mit 12 enfants au monde, 5 moururent dans la petite enfance. De ceux qui vécurent, certains donnèrent à leurs parents bien du souci. L'une avoua un jour, c'était en 1893, qu'elle était enceinte. Son ami était un athée de famille catholique, il ne demandait qu'à se marier. Mon grand-père pratiqua une circoncision fort régulière, le garçon avait 23 ans. Après quoi on se maria à la synagogue des Tournelles. Mais athée et débauché avant son mariage, le nouveau juif demeura athée et débauché. C'était un homme intelligent, instruit, séduisant et séducteur, artiste théâtral, peintre, décorateur, pianiste, compositeur, perdant aux cartes tout l'argent que gagnait sa femme, totalement amoral, et menant ses maîtresses jusque dans le lit conjugal. Vint la guerre de 1914. Il n'était plus d'âge à être mobilisé, mais il s'engagea volontairement, fut tué au combat quelques mois plus tard, honoré de maintes décorations posthumes, et ma tante reçut alors plus de pension qu'elle n'avait touché d'argent de son mari tant qu'il vivait. Une autre de mes tantes épousa elle aussi, un athée d'origine catholique, mais cette fois, il n'y eut qu'un mariage civil. C'était un fort honnête homme, travailleur, sérieux, et je suis sûre que toujours il fut fidèle à sa femme. Mais avant son mariage, il avait comme bien d'autres eu quelques liaisons dont, ô surprise, l'une avec une jeune fille juive. Ma tante avait appris à son mari une dizaine de mots yiddish usuels, avec leur signification usuelle. Il pensait donc que Goy signifiait maîtresse et 20 ans plus tard, sans avoir la moindre conscience de l'énormité qu'il proférait, me disait « Tu sais, dans ma jeunesse, j'ai eu quelques goyesses et même une goy YIT. » Bien entendu, de tous mes cousins et cousines du côté de mon père, que leurs parents aient épousé un juif de naissance, un juif par conversion ou un non-juif, aucun n'est né ou demeuré juif. Du côté de ma mère, il n'y en a que 2 sur 4, mais la génération suivante va de mal en pis. 2 enfants donnèrent à mes grands-parents de grande joie, Léon et mon père. Léon, après avoir passé 4 ans au Talmud Torah de la rue Vauquelin, puis 3 ans au séminaire, sortit en 1901 avec le grade, qui n'existe plus, de sous-rabbin. Il fut nommé à Giromagny, près de Belfort, aux appointements de 50 francs par mois, moins 1 franc pour chaque faute qu'il ferait le samedi matin dans la lecture de la Torah. Bien entendu, chaque samedi, le trésorier de la communauté ouvrait grandes ses oreilles et surveillait bien sûr son hommage. L'année suivante, il fut nommé à Tours où il devait demeurer jusqu'au jour de sa mort. Il n'était pas plus pieux que les autres rabbins de l'époque et plutôt moins, mais grâce à d'extraordinaires qualités humaines,
il parvint à agrandir singulièrement l'importance de ses fonctions. Chargé du rabbinat, officiant, jugulateur, péritomiste, traducteur juré, consul des Pays-Bas, membre du consistoire central, aumônier militaire, chevalier de la Légion d'honneur, titulaire de maintes autres décorations, il fut pendant une trentaine d'années le seul représentant du judaïsme dans un territoire qui couvrait plus d'un quart de la France, entre Paris et Bordeaux, entre Brest et Lyon, il courut sans relâche, circoncisant, mariant, enterrant. Lorsqu'en 1937, il mourut subitement, des milliers de personnes suivirent en pleurant le char funèbre et selon le mot d'un de ceux qui prirent la parole au cimetière, cet homme qui n'avait plus d'enfants, deux étaient morts en bas âge, laisse plus d'orphelins qu'un père de famille nombreuse. L'autre enfant qui donna à mes grands-parents beaucoup de satisfaction, ce fut mon père qui pendant toute leur existence fut un fils affectueux, sérieux, travailleur, intelligent et honnête. Et j'aurai la vanité d'ajouter ceci. L'un des bonheurs qu'il leur donna, ce fut l'enfant, le Yitte Yingel qui accompagnait son grand-père à la choue le vendredi soir et y chantait Kisheches Yomin. Avant de décrire la vie juive, ou mieux la vie yitte, de mes grands-parents et de mes parents à Paris, rappelons d'abord comment les choses se passaient en Alsace. Au village, on vivait en bonne intelligence avec les chrétiens qui presque aussi bien que vous connaissaient le sens des mots kosher, treif, shekton, goy, etc. Et de même qu'en argot les mots cessent d'être employés dès qu'ils sont compris par le voisin, on avait substitué à goy le terme de harel. Du ghetto, ou plus exactement du Judenviertel, on était sorti 100 ans auparavant, et l'on était dénué de tout complexe d'infériorité, on était conscrit et électeur comme les autres. J'ai connu, il avait alors plus de 90 ans, un Yitte demeuré dans son village après avoir fait la guerre de Crimée. D'autres s'étaient battus en Indochine au temps de Jules Ferry, et à Paris, le père d'un de mes oncles portait à la boutonnière le ruban vert et noir des anciens combattants de la guerre de 1870. On n'était pas des Juifs en France, on était des Français israélites. On ne se sentait pas un corps étranger dans la nation, on était un des éléments, une des composantes. D'autre part, si en Europe orientale la rigidité des observances a trop souvent rendu athées les fils d'hommes très pieux, si les enfants se sont à corps perdu lancés dans des mouvements révolutionnaires, ici rien de semblable, il n'y a pas eu de cassure entre les générations, mais une évolution. L'impression que m'ont laissé mes conversations avec mes grands-parents et mes parents, mes voyages en Alsace, le premier en 1912 puis en 1919, 1920, 1923, 1924, 1925, l'image que présente la littérature, ma jeunesse d'Alexandre Weil, Daniel Stauben, Hermann Chatrian, les dessins des apostrophes, Alphonse Lévy et last but not least, la double demeure d'Albert Neher, tout concorde. Le Yitte alsacien du XIXe siècle était pieux, pauvre, père de famille nombreuse. On vendait de la pacotille, fils, boutons, coupons d'étoffe. On allait de foire en marché pour vendre du bétail, dans un petit magasin on honnait du drap, tout cela avec une honnêteté parfaite. On partait au début de la semaine en emportant dans son bissac ses téphilim et de quoi se nourrir. Et le vendredi on rentrait à la maison. Le bénéfice de la semaine servait à acheter le poisson et la viande du sabbat. On n'était pas bégueule, les plaisanteries n'effarouchaient pas, mais l'adultère en acte ou même en pensée, était aussi inconcevable que l'assassinat. Les voisins chrétiens appréciaient les Matseknepflis. On allait leur emporter en leur recommandant bien de rendre les assiettes sans les avoir lavées. En échange, ils offraient des œufs de Pâques en chocolat et si Pâques coïncidait avec Pâques, on s'empressait d'enfouir ces chocolats au grenier en attendant le Rumpelsnart, nuit du 22 au 23 Nissan où il fallait ranger la vaisselle Yontevetig et ressortir l'autre, la Homstig. À Réchauffin, le village de ma mère, c'était une soirée de liesse pour tous les enfants. Quoi de plus amusant que d'aider à transbahuter en évitant d'ébrécher ? D'ailleurs il n'y avait guère à craindre car on était trop pauvre pour posséder de la porcelaine. Mais pour les enfants de mon grand-père c'était un soir triste car on avait Yortzeit pour ma grand-mère et dès la fin de l'après-midi, le père disait « Et maintenant mes enfants changez vos vêtements, quittez vos habits de fête, car ce soir vous avez Yortzeit. » Cette date ils ne l'oublièrent jamais, j'ai écrit jamais. Pendant 84 ans, en Alsace, en Louisiane, à Paris, dans les tranchées pendant la guerre de 1914, en zone sud pendant la Seconde Guerre, chacun des 4 enfants s'en alla dire Kaddish pour une mère qu'aucun d'eux n'avait connue. À sa mort, l'aîné avait à peine 3 ans et demi, et en 1963, ils étaient encore réunis tous les 4 à l'oratoire de la Victoire. Si dans la vie ou dans la littérature,
Vous connaissez un semblable exemple d'amour envers une inconnue? D'un amour qui ait duré 84 ans, dites-le-moi, car moi je n'en connais point. Ainsi, en Alsace, en Lorraine, c'était une orthopraxie presque totale. Mais pendant que les Juifs de Russie, de Pologne, des Balkans s'en allaient vers l'Ouest pour y chercher le droit de vivre et aussi la possibilité de faire fortune, pendant que les Juifs du bassin méditerranéen s'en allaient eux aussi vers l'Ouest, souvent vers l'Amérique du Sud, les Yidds d'Alsace et de Lorraine faisaient, comme les autres, leur marche vers l'Occident. Pour que les filles apprennent bien le français, on les envoyait dans une pension à Nancy. Les filateurs de Mulhouse s'en allaient, au lendemain de la guerre de 1870, à Elbeuf et à Rouen. Les marchands de bestiaux s'installaient à Chalon-sur-Marne, à Épernay, à la Ferté-sous-Jouarre, à Fontainebleau, à Chartres. Les marchands de fourrage les suivaient, et surtout on venait à Paris vendre de la draperie, des chaussures, autre chose. Un villageois de Dambar créait les Galeries Lafayette. Le fils d'humbles parents devenait un Léon Blum, mais dans la majorité des cas on restait, au début, de petites gens. Comment les choses se passaient-elles à l'accoutumée? Tout garçonnet était circoncis, sans metsitsa, pour toute fille on faisait la holécrache. Vers 12 ans, on commençait à se préoccuper de la bar mitzvah, et dans l'enfant prophète, Edmond Flegg a tracé un portrait fidèle, en se bornant à changer les premières lettres du nom de M. Lobman qui en réalité s'appelait Taubman. Les mariages, dans ma famille, se passaient à la choule de la rue Notre-Dame de Nazareth. On s'y sentait chez soi, le Hazan était un copain, mes parents allaient chez lui jouer aux cartes. Et un mariage, ce n'était pas une petite affaire. Des fiacres de louage allaient aux quatre coins de Paris, chercher d'abord les garçons d'honneur, puis leurs demoiselles d'honneur, puis les vieilles tantes percluses. On formait le cortège, d'abord les chamachim, la mariée au bras de son papa, les enfants portant la traîne, le marié et sa maman, tous les oncles au bras de toutes les tantes, et on entrait lentement pendant le solo d'orgue. Après la cérémonie et les félicitations, on allait chez le photographe. Appareil à pied, grand voile noir, la noce sur fond de ruines romaines. Puis on allait prendre des consommations au bois et le soir venu, on allait dîner au salon des familles à Saint-Mandé, à l'hôtel moderne Place de la République ou chez Marguerite boulevard Bonne Nouvelle. Dans ces restaurants qui n'étaient ni juifs ni cachers, on envoyait une surveillante qui, j'imagine, avait pour mission de s'assurer qu'on avait fait venir la viande de chez le boucher-yite et qu'on la faisait cuire sans beurre. Les assiettes, les couverts étaient ceux du restaurant, les vins ceux du restaurant. La viande? Le consistoire reconnaissait 4 sortes de boucheries, les unes vendant seulement le quartier avant et fermant boutique le sabbat, les autres ouvertes le sabbat, les troisièmes vendant aussi le quartier arrière et fermé le sabbat, les quatrièmes vendant les 2 quartiers et ouvertes le sabbat. Mais ma mère se fournissait dans une boucherie de 5e catégorie, je veux dire, non agréée par le consistoire, la maison Koblantz, car Madame Koblantz était une payse de ma mère, au demeurant une femme charmante. Sa fille était une excellente pianiste et un jour, les parents apprirent avec stupéfaction et peine qu'elle allait faire un mariage mixte. Monsieur et Madame Koblantz ne comprirent rien, mes parents pas davantage. Le vendredi soir, ma mère allait à la choule toute proche de notre logement. Elle y rencontrait des connaissances. On bavardait avant l'office, après l'office et surtout pendant l'office. Le samedi matin, on n'y allait pas. Comment y aurait-on été? Mon père était à son travail, moi à l'école sans que jamais mes parents m'aient dit que c'était un jour différent des autres. Lorsque vers 1928, le commandant Armand Lippmann publia un livre sur l'observance du sabbat et qu'un exemplaire tomba entre les mains de mon père, il écrivit sur la page de garde ces mots qui résumaient sa pensée sur ce sujet. Pour observer le sabbat, il faut être rabbin ou commandant. On allait au restaurant, dans n'importe quel restaurant. Chez Drouan, devant la gare de l'Est, il y avait des plats réputés, la petite marmite, pot-au-feu au fromage râpé, la sole Drouan, sauce aux crevettes. On allait aussi à la gare Quiche, chez Hirschel, rue Notre-Dame de Nazareth, chez Spira, rue d'Aboukir. C'étaient des gargotes, non en boutique mais en étage, avec des escaliers sordides, où l'on ne servait que de la nourriture yite. À cette époque à Paris, ce mot ne recouvrait qu'un judaïsme alsacien. On ne connaissait pas le poisson farci ou le bortsch, moins encore le couscous ou la merguez mais seulement le yité fiche, carpe à l'alsacienne, bœuf nature, bœuf rôti, veau rôti, le poulet était un mets de luxe. Ces restaurants n'étaient fréquentés que par des yis, sans être cachés pour autant. Le patron trouvait normal de faire la cuisine le sabbat et d'encaisser l'argent. Mes grands-parents, mes parents,
Leurs amis savaient bien qu'en Alsace on avait une souka, un loulave, un mikvé, etc. Mais c'était un axiome qu'à Paris de telles choses n'existent pas, sont devenues désuètes, et je n'ai jamais entendu quiconque en regretter l'absence, d'ailleurs toute relative car on pouvait facilement trouver un bain rituel rue Villardouin. À quoi bon? Des règles comme celle de la Tahara à Mishpaha n'étaient pas enfreintes, elles étaient ignorées. Du moment qu'on avait remplacé la bougie par le gaz et le broc par des tuyaux, cette coutume, sikh, avait cessé d'exister. Aller à la choule, observer Kippour ne constituait pas des actes de foi, des démarches intellectuelles ou affectives, mais des habitudes. Et si j'abandonnais, que penserait mon voisin à la synagogue? Voici 2 petits faits que je crois éclairants. Plusieurs de mes oncles étaient marchands de chaussures et souvent un client venait demander un modèle, une pointure, une largeur qu'on n'avait pas en magasin, mais que possédait un des frères. Sous un prétexte quelconque, on priait le client de revenir le surlendemain et le samedi venu, l'un des frères allait à la choule en portant à l'autre le 37 Richelieu 3e largeur. 20 fois, je les ai vus agir ainsi et c'était pour eux la chose la plus naturelle du monde. Autre historiette. Lorsqu'arrivait Rosh Hashanah, on plaçait dans la vitrine un calicot, fermé pour inventaire jeudi et vendredi de cette semaine, samedi de la semaine prochaine, en cas d'urgence s'adressait à la concierge. Jamais on n'avait pensé qu'il est impossible de commencer un inventaire, puis de l'interrompre pendant 7 jours. Alors que maintenant, la synagogue des Tournelles est affectée au rite séphardi, que Nazareth est peuplée pour moitié par des séphardim, pour moitié par des fidèles de rite polonais, au début du siècle tout était alsacien. Aucun séphardi d'Afrique du Nord ne se rencontrait à Paris. Quant aux Bordelais, aux Bayonnais, aux Comtadins, aux Niçois, ils se groupaient évidemment rue Buffo. Vers 1905, des Polonais avaient osé quitter les stibelles de la rue des Rosiers pour aller timidement aux Tournelles. Je me rappelle les avoir vus vers 1910 au dernier rang. Ils étaient déconcertés par l'orgue, les rabbins en soutane, les sermons en français, les bedeaux en bicorne, et puis on n'était nullement désireux de leur faire une place, n'avaient-ils pas tous les défauts? Ils étaient pauvres, barbus, étrangers et comment frayer avec des gens qui pour dire « j'ai » prononcent non pas comme tout le monde Issap mais Iob? La situation se modifia progressivement. Les anciens devenant de moins en moins pieux vinrent toujours en plus petit nombre et comme la nature a horreur du vide, les Polonais du fond de la nef s'approchèrent de l'Almémor, simultanément ils devenaient riches, rasés, naturalisés. Un jour, aux Tournelles, on ne trouva plus d'officiants alsaciens et au rage, au désespoir, on se trouva contraint d'engager un certain perlmutter. Après quoi, à Nazareth, on dut en 1928 nommer un rabbin certes né à Paris, certes décoré de la croix de guerre et licencié en philosophie, mais dont, horrible dictu, les parents et beaux-parents étaient venus de Pologne. Il n'a pas fallu plus de 3/4 de siècle pour que la petite rue des Rosiers voie se succéder les 3 groupes. Vers 1890, elle était entièrement alsacienne, c'est l'époque où l'actuelle rue Ferdinand Duval se nommait rue des Juifs. Combien de fois mon père m'a-t-il parlé du boulanger Adelman chez qui l'on portait le vendredi la marmite de soupe qu'on viendrait rechercher le samedi midi. En cette époque où Paris était ceinturé de fortifications, on avait talpi DYN, le droit de porter le samedi. On ignorait les procédés calorifuges et sans enfournage chez Adelman la soupe était froide. L'astuce consistait à porter le plus tard possible afin que votre plat, enfourné l'un des derniers, vous soit restitué l'un des premiers. Et puis, entre 1890 et 1910, les Alsaciens, en s'enrichissant, quittèrent le quartier de la rue des Rosiers pour aller vers un ouest, d'abord la République, puis le Sentier, l'Opéra, puis les grands quartiers. Ils furent remplacés par des Polonais, des Russes, des Roumains, des Hongrois, qui à leur tour s'enrichirent et s'en allèrent à l'ouest. Depuis 10 ans, la rue des Rosiers s'est sépharadisée. Je viens d'indiquer comment l'on a changé de synagogue et de quartier et l'on serait tenté de déduire. En s'éloignant de leur source de chaleur, nos yeux ont été happés par les courants de libre pensée. Plutôt que de lire Brunetière ou Psychari, ils ont été convaincus par Taine et Renan, par les doctrinaires de la critique biblique ou bien, au contraire, par les militants du néo-christianisme. Au lieu de rêver à Sion, ils ont pensé au Sillon. Toutes ces déductions seraient fausses. Et d'abord, le nombre des conversions à une autre religion a été minime. On était si peu religieux qu'on n'était tenté par aucune autre église. Arthur Meyer, le directeur du Gaulois,
s'était fait baptiser et 30 ans plus tard, on en parlait comme d'un phénomène et on considérait son acte comme méprisable. Qu'il ait pu, je n'en sais rien, être sincère ne venait à l'esprit de personne. Dans un autre sens, le noakisme de Palière faisait rire, j'allais écrire. Rigoler, et l'on s'esclaffait à conter l'histoire de 3 convertis qui s'étant un jour rencontrés s'étaient demandé les motifs de leur conversion. L'un de dire « J'aimais une jeune fille, elle était chrétienne, ses parents ne consentaient au mariage que si j'acceptais le baptême alors ?» L'explication fut jugée valable par les 2 autres. Le second déclara « J'étais employé dans une compagnie d'assurance dont les administrateurs sont catholiques pratiquants. Un jour ils me dirent « Nous sommes contents de votre travail dans l'emploi subalterne que nous vous avons confié, nous songeons à vous faire monter en grade, mais nous ne voulons pas d'un chef de service qui ne serait pas chrétien, à vous de choisir. » Alors j'ai cédé. L'explication parut également valable et l'on interrogea alors le 3e qui, d'un ton d'extase, déclara « Si je suis devenu catholique, c'est que je crois avec ferveur à la divinité de Jésus, à la virginité de Marie, aux saints, aux anges. » Et les 2 autres de pouffer et de lui répondre « Ça, mon vieux, tu peux le raconter à des goyim, pas à nous. » J'ai tenu à raconter cette anecdote parce que je la crois éclairante. Elle prouve, me semble-t-il, que pour les hommes de la génération de mes parents, l'idée d'une conversion était plus que scandaleuse, inconcevable. Yit on était, yit on demeurait. On ne savait rien, on ne pratiquait presque rien, qu'importe. Tout se passait comme si on avait su que pour être juif, il suffisait d'être né de mère juive. Mais d'une part, on ne le savait pas plus que le reste, et d'autre part, cette halara dictée en un temps et en un lieu où l'on vivait en circuit fermé, et où un degré d'ignorance et de laxisme comme celui de Paris en 1910 eût été inconcevable, conduisait en notre époque à des situations par trop paradoxales. Ainsi, vissé non pas dans un judaïsme mais dans une Yiddishkeit qui se définissait non par une croyance mais par la seule affirmation, d'ailleurs sincère, qu'on n'était pas goy, on allait en s'amenuisant sans même en avoir conscience puisque les synagogues demeuraient aussi peuplées. On avait simplement oublié de remarquer que les places étaient occupées non par les enfants des précédents locataires, mais par des immigrés. Les causes de la déjudaïsation ? Elles furent multiples. D'abord, bien entendu, l'ignorance dont la responsabilité majeure incombe au rabbinat, d'autant plus coupable que ses membres, eux, étaient souvent gens instruits. Lorsqu'on relit les titres de leurs ouvrages, on songe à quelque schizophrénie. Un homme comme Zadok Khan publiait, d'une part de doctes études sur Joseph le Zélateur ou sur l'esclavage dans la Bible et le Talmud, d'autre part des sermons d'une affligeante tiédeur doctrinale. Toujours on y parle de la beauté du foyer, de l'amour des parents, du patriotisme, de la morale, de la vertu, jamais de l'observance du sabbat, des lois alimentaires, du mariage mixte. L'éloignement de la pratique religieuse d'un si grand nombre de rabbins à cette époque mérite une mention particulière. Le phénomène est trop général pour qu'on puisse parler de libéralisme chez tel ou tel rabbin. Je cite ici quelques cas qui arrivèrent dans le premier tiers de siècle, je certifie leur véracité, et je pourrais donner les noms. 1. Un enfant trouvé désire épouser une jeune fille juive. Le rabbin oublia, par ignorance ou par désir d'oublier, qu'un enfant trouvé ne peut être converti et donna son accord au mariage. De plus, le Moël donnant d'une signification nouvelle à la notion de hatafat d'âme, se contenta de piquer l'endroit avec une épingle, pour faire sortir une goutte de sang au lieu de pratiquer une circoncision. 2. Monsieur A est invité à un repas chez le grand rabbin C. Après la viande, le serviteur apporte le fromage et le maître de maison dit « Mais je vous ai dit qu'on ne sert pas de fromage après la viande. » 3. Un Hazan s'était fait remplacer par un de ses amis pour un samedi matin. En arrivant à la synagogue, celui-ci dit au rabbin « Je n'ai pas préparé la lecture, voulez-vous lire ou préférez-vous que je pose un hommage sur le Sefer Torah ?» Et un autre répondit « Faites comme bon vous semble. » 4. Un rabbin allait au café les samedis après-midi, pour jouer aux cartes, avec d'autres juifs, et devait noter le compte des points. Un jour il dit à des juifs qui jouaient avec lui « Voudriez-vous inscrire à ma place puisque vous écrivez le samedi ?» 5. Mon grand-père maternel était invité à un repas de mariage et dit au rabbin qui était assis en face de lui « Je trouve que la sauce de la viande a un goût de crème. » Et le rabbin lui répondit « C'est une question qui ne me gênait pas. » Je pourrais raconter encore d'autres histoires de ce genre.
J'ai tenu à raconter celle que j'ai racontée non pour critiquer telle ou telle, mais pour faire comprendre le cadre dans lequel j'ai grandi. Mais ne déplorons pas ces chirurgiens dont tous les opérés sont morts, ces avocats dont tous les clients ont perdu leur procès. Mais point n'était besoin d'être rabbin pour se rendre compte que si l'on voulait donner à ses enfants une culture juive seulement égale à la culture insuffisante qu'on avait reçue de ses parents, il était indispensable de faire davantage puisque l'ambiance s'était affaiblie. Or cette vérité élémentaire semble avoir été méconnue de tous. Et puis nos pères éprouvaient à un degré fort le sentiment d'être des affranchis du ghetto. L'idée d'être devenus des Français à part entière les emplissait de vanité et les incitait à devenir de plus en plus instruits en littérature générale, à consacrer de plus en plus de temps au secrétariat de la Ligue contre la tuberculose ou à la trésorerie de l'association d'aide aux aveugles. Mais ce faisant, ils étaient persuadés que, plus ou moins pieux, plus ou moins instruits, ils ne cesseraient pas de demeurer juifs. Pour quelques rares ayant choisi le chemin de la conversion au christianisme, démarche religieusement abominable, mais intellectuellement nette, des dizaines de milliers ont non pas agi, mais laissé agir. L'épidémie de mariage mixte pouvait s'étendre autour d'eux, ils croyaient que leurs enfants seraient indemnes. Autre cause de déjudaïsation, l'incompréhension absolue de la fameuse formule Dina de Maluta Dina. Qu'à Paris en 1806, l'Assemblée des notables ait été convoquée pour un samedi, rien ne prouve que cela ait été par antisémitisme ou même pour voir comment l'on allait réagir, cela peut avoir été un hasard. Mais que les notables soient venus sans tenter d'expliquer que c'était jour de sabbat, là était le drame. Or, toute la suite de l'histoire s'est déroulée de même manière. Puisque l'école, le lycée, l'université fonctionnaient le samedi, on ne pouvait pas ne pas y aller. Puisqu'un fonctionnaire doit travailler le samedi, un soldat mangeait au réfectoire, on ne pouvait pas faire autrement. En demandant des dérogations, les aurait-on obtenues ? Je n'en sais rien, mais ce dont je suis certain c'est qu'on ne les a jamais demandées. La venue à Paris constituait une certitude de déjudaïsation. En y envoyant leurs enfants, mes grands-parents maternels savaient de science certaine que c'en serait fini du sabbat, des lois alimentaires et de presque tout le reste. Et pourtant, ils les ont envoyés. Lorsqu'en 1880, mes grands-parents maternels arrivèrent à Paris, le premier samedi, ma grand-mère descendit dans la rue, et accostant la première venue, lui demanda « Pardon madame, voudriez-vous monter chez moi pour allumer mon feu ?» Et l'autre de répondre « Non mais vous n'avez qu'à l'allumer vous-même. » Ce que fit aussitôt ma grand-mère, et ce qu'elle refit désormais chaque semaine. Mon grand-père était en 1882 azan de la synagogue orthodoxe de Paris, rue de la Boule Rouge, qui 12 ans plus tard fut transférée rue Cadet. Lorsqu'au mois d'octobre de l'année 1882, son fils aîné eut 13 ans, il lui chercha une place. C'était un emploi où l'on travaillait le samedi. Faut-il s'étonner qu'une dizaine d'années plus tard mon oncle ait épousé une non-juive ? Lorsqu'en 1897, mon père, âgé de 18 ans, il venait de passer 4 ans au Talmud Torah de la rue Vauquelin, entra dans le commerce, il trouva une place dans une maison juive sur la recommandation du grand rabbin de France. Bien entendu, c'était une place où l'on travaillait le samedi. Ajouterais-je que chez mes parents, je n'ai jamais vu un Pentateuque ? Au fond, s'il avait fallu dans quelques débats cornéliens choisir entre citoyenneté française et religion juive, je crois que nos pères auraient opté pour la France. Ils étaient des Français israélites comme d'autres sont des Français auvergnats, des Français protestants, des Français socialistes. Pour eux, un coreligionnaire allemand était un Boche, on disait un Alboche. Un coreligionnaire polonais était un Polac. Vers 1905, mon grand-père maternel, devant qui l'on parlait de la possibilité de mariage d'une jeune fille alsacienne avec un Polac, répondit « Plutôt un Goy ». 40 ans plus tard, lorsqu'on rapportait ce propos devant ses enfants, il disait qu'il avait voulu plaisanter. Mais ce choix, français ou juif, ne s'est jamais posé à eux. Il n'y avait ni État juif ni statut des Juifs et l'on peut ajouter, ni sionisme, car cette idéologie était pratiquement inconnue des Juifs français avant 1914. Le seul écho qu'elle eût suscité était la fameuse plaisanterie. Le jour où il y aura un État juif, je demanderai à être nommé ambassadeur à Paris. En un temps où nous voyons les Juifs de Russie déployer des efforts surhumains pour demeurer juifs, malgré la contrainte de l'État et du parti,
Il faut rappeler que l'instrument essentiel de la déjudaïsation en France depuis 1791, c'est le contraire de toute contrainte, de toute persécution, de toute mesure législative ou sociale, c'est la liberté. C'est parce qu'ils étaient libres de demeurer juifs que nos pères ont cessé de l'être. Au temps du ghetto, de Hitler, de Xavier Vallat, le judaïsme était une tunique de Nessus. Mais si je suis libre, pourquoi continuer à me singulariser ? Alors que les événements de ces 35 dernières années ont incité tant des nôtres à se demander s'ils étaient vraiment français, les pogroms d'Europe orientale, l'affaire Dreyfus, l'affaire Bailey, les injures de l'Action française n'ont dérangé aucune certitude. Ni Charles Netter créant une école aux portes de Jaffa, ni Edmond de Rothschild créant des villages en Palestine, ni Bernard Lazare dissertant sur l'antisémitisme, ni personne d'autre n'a songé un instant à mettre en question sa nationalité. Lorsqu'en 1914 vint la guerre, il y eut des aumôniers israélites comme il y en avait de catholiques, quoi de plus naturel ? Et lorsque vers 1928 se créa un comité pour l'érection d'une statue à David Bloch, Alsacien parachuté en Alsace par un avion français et fusillé par les Allemands comme espion, le président de ce comité fut le maréchal Pétain. Alors que, en pays musulman, le juif était rejeté de la société majoritaire, en France on ne demandait qu'à l'accueillir, d'où le désir de faire comme tout le monde, c'est-à-dire d'être aussi déjudaïsé que les autres sont déchristianisés. Peut-être ai-je tort en cherchant à ces comportements des raisons trop raisonnantes. On n'était pas des intellectuels, moins encore des doctrinaires, on agissait comme la quasi-totalité des autres. Des libéraux ? Ils ne se sont groupés qu'en 1907, seulement à Passy, dans la grande bourgeoisie, sans chercher sérieusement à gagner du terrain dans les milieux de la Bastille, de la République ou de l'Opéra. On ne se demandait pas s'il y avait dans leur démarche quelque chose de valable, mais on trouvait comique cette idée de prière en français, d'office le dimanche, d'homme sans chapeau. Les orthodoxes ? Quand on en parlait à mon grand-père, il répondait par une pirouette « Judéo-orthodoxe ». Au reste, ils étaient alors peu nombreux et l'orthodoxie de certains était relative. Il y a 40 ans, j'ai déjeuné un samedi. Chez lui s'était caché, chez l'un de leurs dirigeants, qui les représentait au consistoire de Paris. Il n'allait pas à son bureau, mais ce bureau était ouvert. Sur la table de la salle à manger, il avait son téléphone et il s'en servait pour passer des ordres d'achat de marchandises. Ne me demandez pas qui ces petits-enfants ont épousé. Je le répète une fois de plus, on tenait sincèrement à maintenir le judaïsme. Lorsque vers 1925, René Schwab, converti au catholicisme, publia un livre intitulé Moi, juif, livre posthume, ce fut un grand scandale, sans chercher sérieusement à le définir, à le pratiquer ou à le connaître. On considérait qu'il y a un petit nombre de péchés irrémissibles. Travailler à Kippour, manger du porc, contracter un mariage mixte. Le dernier des trois étant évidemment celui qui engageait l'avenir et pourtant cette faute que chacun savait décisive, dans toutes les familles on l'a commise. Intransigeant pour des vétilles, on faisait litière de l'essentiel. Manger à Pâques des Matzknepflich était plus important que mettre des téphilines. Le bon officiant n'était pas celui qui observe le sabbat, mais celui qui ne se trompait pas en chantant le Yorkadish. Tout ce que je viens de conter, je ne l'ai pas inventé, je m'en suis simplement souvenu et d'ailleurs on peut dire que grosso modo, les choses se sont passées semblablement dans les années suivantes pour ceux qui sont venus d'Europe orientale puis pour les arrivants d'Afrique du Nord. Il me paraît même certain que la déjudaïsation est plus galopante chez les séphardim. Refaire l'histoire est généralement dénué de sens. Il est déraisonnable de se demander ce qui se serait passé à Waterloo si, au lieu de Blücher, était arrivé Grouchy. Il n'est pas venu, et l'affaire est terminée. Par conséquent, il est vain de se demander ce qui serait advenu si le milieu familial dont je suis issu avait été davantage ceci ou davantage cela. Son insertion dans une société laïque d'origine chrétienne, sans qu'il se soit soucié de forger les anticorps qu'eussent été une connaissance solide de la doctrine, une ferme pratique des observances, le condamnait à mort avec ou sans antisémitisme, avec ou sans naissance de nouveaux aspects du judaïsme, nationalisme, État d'Israël, etc. Dans d'autres pays, le judaïsme assimilé, Torah im derek eret, a tenu bon et l'on peut soutenir que sans Hitler, il y aurait encore un judaïsme allemand. Mais cette survie supposait une volonté ardente alors qu'ici il y avait seulement un désir sincère, mais rien de plus qu'un désir.
Je viens d'expliquer de mon mieux les motifs qui auraient dû faire de moi le dernier juif de ma lignée, ainsi que ce fut le cas pour la quasi-totalité de mes cousins et de mes contemporains nés en France, et pas seulement en France, dans les dernières années du XIXe siècle, dans les premières années du XXe siècle. Je dois toutefois rappeler que dans maintes familles déjudaïsées, le sionisme, la naissance de l'État d'Israël et surtout la guerre des 6 jours ont ramené au judaïsme bon nombre de gens. Reste à savoir de quel judaïsme on parle. J'appartiens à une génération dans laquelle les Français nés de parents appartenant à la religion israélite ne se sont jamais demandé s'ils étaient moins français que Louis XIII, Louis XIV, Louis XV dont les mères étaient étrangères, que Napoléon dont les parents étaient italiens, que Waddington, président du Conseil sous la Troisième République. S'il l'avait voulu, Léon Blum serait devenu président de la République. Les coups de poing reçus dans la rue au temps de l'affaire Dreyfus n'avaient pas modifié l'opinion de nos pères. Mais il y a eu Hitler, mais il y a eu Pétain et Laval à la même époque, les luttes des Juifs en Palestine et en 1948, leur aboutissement. Ajouterais-je qu'en France les sionistes ont parlé de plus en plus fort et de plus en plus habilement, cependant que les chefs du judaïsme religieux devenaient aphones en matière doctrinale, ou bien tout simplement disaient aujourd'hui le contraire de ce qu'ils avaient proclamé hier. En 1949 eut lieu dans une banlieue de Paris l'installation solennelle d'un jeune rabbin. Après son sermon, il prononça en français la prière pour la République, puis immédiatement ensuite, en hébreu, une prière pour l'État d'Israël. Membre du consistoire à cette époque, j'étais donc assis au banc d'honneur. Mon voisin, le grand rabbin Libert, entendant ce deuxième texte après le premier, se tourna vers moi et me dit mezzo voce, traduttore traditore. Ainsi s'est développé en France un néo-judaïsme qui attire les foules, et c'est bien compréhensible. Il ne leur demande ni d'observer la Torah, pas même de se marier entre juifs. Beaucoup de dirigeants ont ainsi contracté des mariages mixtes sans que personne ne le leur reproche, ni d'aller vivre en Israël, mais seulement d'éprouver le sentiment. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.